Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2883 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 6 avril avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le défenseur français Maxence Lacroix. Il fête aujourd'hui ses 24 ans, le défenseur du côté de Wolfsburg. Bon anniversaire à lui, à noter qu'il est ciblé par la Juventus et l'AC Milan lors du prochain Mercato. Et sinon il y a tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme Nicolas Gonzalez, joueur de la Fiorentina, 26 ans. La même chose aussi pour Molina, arrière droit de l'équipe de l'Atlético, 26 ans également. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Vendredi, on commence tout d'abord en Ligue 1 avec cette belle affiche. Un duel en plus 100% européen parce que c'est encore deux équipes qualifiées en Coupe d'Europe cette saison. Lille contre l'OM et c'est Lille qui s'est imposé 3-1 contre l'Olympique de Marseille. Donc David Cabella et Gudmundsson ont été les trois buteurs côté lillois contre un but contre son camp. Ismaili qui a marqué contre son camp côté marseillais. Donc voilà, ça fait surtout les affaires du LOSC. Donc tout s'est passé en seconde période dans cette rencontre parce qu'il y avait 0-0 à la mi-temps. Donc 4 buts inscrits en seconde période. Donc ça fait surtout les affaires du LOSC. Donc 14 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts inscrits par l'équipe de Lille. Donc Marseille aussi des tirs, voilà, plus de 13 tirs, 4 frappes cadrées, mais seulement un but marqué en plus. Ça a été un but contre son camp, l'unique but du côté de l'OM. Et du coup Lille coule l'Olympique de Marseille. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, ça parle aussi de ce match. Donc Lille éclipse l'OM. Donc le LOSC a justifié ses ambitions européennes face à des Marseillais décevants et désormais largement distancés des places qualificatives à la Ligue des Champions. Et c'est vrai que si on regarde le classement, ça ne fait pas du tout les affaires de l'Olympique de Marseille qui ne devrait pas jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Pourquoi ? Parce qu'ils sont 7e, donc pour l'instant ils seraient même pas en Coupe d'Europe. Donc si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France, donc la 7e place sera une place qualificative, bien sûr pour jouer une compétition européenne. Mais si c'est Lyon qui gagne la Coupe de France, vu que Lyon n'est pas Europa par rapport au championnat, donc ce serait Lyon qui jouerait bien sûr une coupe européenne, donc la 7e place ne serait pas qualificative si Lyon bien sûr gagne cette coupe de France. Donc bref, Marseille les gars, 39 points et les places qualificatives pour la Ligue des Champions, donc c'est à partir du 4e, c'est Monaco, 49 points, mais Monaco a un match en plus à jouer aujourd'hui, donc voilà, ça sent très mauvais pour Marseille. Marseille ne devrait pas jouer la Ligue des Champions. Bon, après peut-être ils accrocheront l'Europa League ou l'Europa Conference League, mais on sait que c'est pas l'objectif du côté de l'OM. Après ils peuvent bien sûr se qualifier en Ligue des Champions s'ils gagnent l'Europa League, mais là on sait que ça va être très compliqué pour l'OM. De côté lillois, donc résultat parfait et surtout au classement, il revient à un point de l'équipe de Brest, actuellement dauphin du Paris Saint-Germain. Et le LOSC cette saison à Pierre-Mauroy, c'est quand même très fort, donc 20 matchs toutes compétitions confondues à domicile, pour 50 buts marqués, seulement 50 buts marqués, 15 victoires, 4 matchs nuls, seulement une défaite, c'était l'équipe de Reims qui était parti s'imposer du côté de Lille. Voilà, sinon c'est toute compétition confondue. Donc voilà, on parle aussi de la Coupe européenne, on parle du PSG qui est parti se déplacer là-bas. Le PSG avait fait match nul. Donc voilà, c'est très fort à domicile et c'est plutôt de bon augure avant d'affronter l'équipe de Aston Villa là, dans quelques jours en Europa League, en Europa Conference League, c'est qui sont dans cette compétition, le LOSC. On va parler de Jonathan David. Donc il a mis du temps à démarrer sa saison parce qu'il n'arrivait pas du tout. Août, septembre, il marquait pas du tout. Mais là en 2024 en championnat, il a marqué pas mal de buts, 11 matchs de Ligue 1 en 2024, 11 buts, une passe décisive, une valeur sûre bien sûr de notre championnat. Bon, ça sera compliqué bien sûr pour le LOSC de le conserver la saison prochaine. Il y a des équipes comme par exemple l'AC Milan qui souhaiteraient l'avoir, mais voilà, il a marqué quasiment un but par match sur le championnat sur cette année 2024. Et si on rajoute les autres compétitions, 2024, si on rajoute la Coupe de France qu'il a pu jouer ou l'Europa Conference League, donc 16 matchs et 16 buts en 2024 du côté de Lille. Et sinon sur l'ensemble de sa saison depuis août, c'est 23 buts, 7 passes D, toutes compétitions confondues pour Jonathan David en 38 rencontres. Et avec son gros match, il a été buteur hier, une note de 8 sur 10, ce qui équivaut à un très bon match de la part de l'attaquant canadien. Donc Gigot les gars, défenseur de l'OM, donc lui trop tendre, une note de 2, donc 2, c'est un très mauvais match de la part du défenseur marseillais. Rémi Cabella raconte son but contre l'Olympique de Marseille. Cabella, déjà c'était une surprise parce qu'il a commencé titulaire, parce que lors des dernières rencontres il était souvent sur le banc, donc là il a joué directement dans le 11 de départ et il a été buteur contre son ancien club l'Olympique de Marseille. Vous voulez vraiment savoir, je regarde beaucoup Kylian Mbappé, dans mon action j'y pense, des fois il n'a pas besoin de dribbler le joueur, je fais ma petite touche et ça part, faut prendre exemple sur les grands joueurs. En gros, par rapport à son but hier, il s'inspirait de Kylian Mbappé. Donc, bonne inspiration, on peut dire, pour Rémi Cabella. Et du côté de l'OM, parce que là, on a parlé que côté lillois,
ça se passe plutôt bien, hein, côté LOSC, hein, mais côté Olympique de Marseille, là, ça se passe plus du tout bien. Il avait commencé 5 matchs, 5 victoires, et en gros, les 4 matchs qu'on suivi, c'est 4 défaites. Il n'y a pas eu de nul, hein. En tout, il a dirigé 9 matchs de l'OM. Donc voilà, les 4 derniers matchs, 4 défaites. Contre Villarreal 3-1, contre Rennes 2-0, contre le PSG 2-0 et contre Lille 3-1. Donc l'effet Gasset semble s'être déjà essoufflé, hein, donc voilà. Mais surtout, là, c'est les 4 derniers matchs, que des défaites, mais l'OM à l'extérieur en Ligue 1, c'est une catastrophe, hein. Regardez, terrible bilan pour l'OM à l'extérieur face au top 8 de la Ligue 1. Donc c'est ça, contre les 8 premières équipes du championnat. À chaque fois, ils n'ont même pas pris un point du match nul. Ils ont à chaque fois perdu, l'équipe de Marseille, que ce soit Paris, Monaco, Nice, Lens, Brest, Rennes et l'équipe de Lille hier soir. Et Jean-Louis Gasset, après la défaite de l'OM à Lille, donc il a dit un sentiment de honte. Donc il a dit en conférence de presse, on a donné le match, on a fait que des cadeaux, on a manqué des buts, on a été nul. Voilà, donc lui il va directement droit au but, hein. Voilà, que Marseille n'a pas été bon, n'a pas été à la hauteur. Marseille a été nul lors de cette rencontre, hein. Voilà ce qu'il a pu dire. Le coach marseillais Jean-Louis Gasset devient le premier entraîneur à compter 4 défaites après ses 9 premiers matchs sur le banc de l'OM en compétition officielle depuis Michel en 2015. Lui aussi, il a eu 4 défaites lors de ses 9 premiers matchs. Alors, ce qui est fou, c'est qu'il a commencé avec 5 victoires, puis il a 4 défaites en 9 matchs. Hein. Donc voilà, Jean-Louis Gasset, là, c'est beaucoup plus compliqué que lors de son arrivée. Et à 10 points de la 4e place, à 6 journées de la fin, l'OM dit adieu à une place, hein, je dis, en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc il faudra sinon gagner l'Europa League pour y participer. Donc et bien sûr, après la gagner, il faut déjà éliminer Benfica, après potentiellement soit l'Atalanta, soit Liverpool, l'autre quart, hein, donc ce sera un de ces 2 adversaires-là, puis après ça peut être une finale, si Marseille arrive en finale, ça peut être le Bayer Leverkusen, donc vraiment ça semble très compliqué pour Marseille, de jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Et assez dingue, hein, Lyon, les gars, peut revenir à un point de l'OM en cas de succès contre Nantes ce week-end. Imaginez, hein, cette phrase il y a encore quelques semaines, c'était pas possible, parce que Lyon était complètement décroché du championnat, c'était 18e sur 18, et depuis on sait que Lyon ça va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Pierre Sage. C'est que Lyon, s'il gagne demain contre l'équipe de Nantes, ils reviendront à un point de l'équipe de Marseille. C'est totalement fou. Toujours sur ce match hier, les gars, un clin d'œil aussi à Paris-Roubaix qui a eu lieu ce week-end. En gros, c'est une course de cyclisme, hein. Le légendaire Peter Sagan est venu donner le coup d'envoi de LOSC OM. Donc Peter Sagan, on peut le voir là avec l'écharpe, donc c'est un grand cycliste, on peut dire. Allez, il a été 3 fois champion du monde à l'époque, donc c'est lui qui a donné le coup d'envoi hier, parce qu'il va à Paris-Roubaix, donc c'est une course mythique, hein, bien sûr, dans le cyclisme. Donc voilà, concernant bien sûr l'avant-match. Et toujours aussi, ce qui s'est passé aussi là en dehors du stade, hein. Donc des supporters marseillais auraient été tabassés aux alentours du stade par un groupe de Lillois cagoulés avant le match Lille-OM, hein, hier soir, hein. Donc une sorte de chasse aux Marseillais aurait été organisée pour du football, encore une fois, hein, c'est fou. Donc voilà, donc là les supporters marseillais avaient le droit, parce que souvent on sait qu'il y a des interdictions de déplacement, donc là ils avaient le droit, les supporters marseillais, d'aller du côté de Lille, et on peut voir qu'il y a eu des problèmes avant et après la rencontre lors de ce match hier. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire, hein, sur ce Lille OM, hein. On continue donc aujourd'hui 2 rencontres, hein, Lens contre l'équipe du Havre et le Paris Saint-Germain ce soir contre l'équipe de Clermont, on en parlera tout à l'heure, et demain dimanche il y aura Brest, hein, contre Metz. Toute la journée ça finira avec Nantes contre l'équipe de Lyon, ça sera demain soir à 20h45. N'oubliez pas que ce match se jouera à huis clos, il n'y aura pas de supporters, parce que Nantes, le dernier match à domicile, j'avais dit, ils avaient craqué plus de 281 fumigènes exactement, et pour la LFP c'est pas du tout passé. Le match se jouera sans supporters demain contre l'Olympique lyonnais. Il y a aussi de la Ligue 2, Saint-Etienne-Concarneau, ça à 15h, on attend une grosse affluence, il y aura beaucoup de monde, hein, du côté de l'AS Saint-Etienne. Angers qui est 2e reçoit l'équipe de Laval, sinon on peut voir tout le reste des matchs. Donc la Géocère qui est leader, hein, recevra l'équipe de Troyes, donc c'est un derby, ça sera lundi soir. Du côté du national, il y avait une journée nationale hier, et là on arrive vraiment sur la fin du championnat. On peut voir tous les résultats. On peut voir un match complètement fou. Le Mans 3, Avranches 4. Hein, regardez ce scénario complètement fou hier en national. Donc Le Mans a mené 2-1. Ensuite, il menait 3-2. Puis Avranches, les gars, égalisé à 3-3 à la 89e. À la 93e minute de jeu, ils ont pris l'avantage 4-3. Donc voilà. Un match totalement fou, ça fait les affaires bien sûr de Avranches. Et concernant le Red Star, parce que le Red Star je n'ai pas parlé, ils ont gagné 2-1 contre Niort. Donc Red Star était premier et Niort ils étaient 2 ou 3e. Donc voilà, c'était vraiment un choc du haut de tableau. C'est Red Star, les gars, qui s'est imposé, qui prend maintenant une sacrée option pour la montée, on va dire, en Ligue 2. 17 victoires, 8 nuls, 3 défaites. Il ne reste plus que 6 matchs, hein, du côté du national. Donc la montée en Ligue 2 se rapproche à très grands pas. Voilà pour eux, hein, voilà, parce qu'ils ont fait un sacré cru. Regardez, Niort, du coup, ils sont 3e parce que Martigues s'est imposé là hier. Donc voilà, Red Star 59 points. Ils ont 10 points d'avance sur Martigues et Niort, parce que là, après, on passe à 41. Donc ça va se jouer entre ces deux équipes-là, Martigues et Niort, qui accompagnera Red Star pour monter en Ligue 2. On le saura bien sûr d'ici quelques semaines. Du côté de l'Allemagne, il y avait un match hier, Francfort contre le Werder de Brême. Score final
1 partout. Voilà, on peut voir les statistiques de la partie. Du côté de l'Allemagne, pas mal de foot aujourd'hui. Dortmund contre Stuttgart, Union Berlin contre le Bayer Leverkusen. Donc si Leverkusen s'impose et si le Bayern Munich s'incline, bon, et de name, voilà, ça, bon, mathématiquement, ce ne sera pas encore fait, mais la prochaine journée, ça pourrait être fait officiellement concernant le Bayer Leverkusen. N'oubliez pas qu'il y a quand même 13 points d'avance sur le Bayern Munich. Bon, de toute façon, on sait qu'ils vont gagner le championnat. Maintenant, la question, c'est quand ils vont gagner, bien sûr, ce championnat. C'est une question de jours, voire de semaines. Donc voilà, le gros programme à Leipzig-Fribourg aujourd'hui aussi, à 15h30. Du côté de l'Italie, il y avait un match hier. La Salernitana contre Sassuolo, score final 2 partout, pourtant Sassuolo a beaucoup plus dominé, La Salernitana c'est seulement 2 tirs cadrés, 2 buts, Sassuolo c'est 5 tirs cadrés mais 2 buts marqués, donc voilà, partage des points entre ces deux équipes. Et du côté de l'Italie, il y en a AC Milan, Lecce, AS Roma, Lazio et Empoli Torino au programme aujourd'hui. Concernant les autres matchs, ça sera demain, on peut voir aussi le programme du côté du championnat néerlandais. Du côté de la Première Ligue, grosse journée de football, Manchester City avant d'aller mardi du côté du Bernabeu affronter le Real Madrid, ils joueront contre Crystal Palace, tiens c'est tout à l'heure là, 13h30. Donc en grosse équipe, il y aura aussi un Brighton Arsenal, parce que City doit absolument s'imposer. Arsenal doit aussi absolument s'imposer à Brighton. Et concernant Liverpool, ils joueront demain Liverpool. En plus, un déplacement compliqué des Reds, ça sera du côté de Manchester United. Voilà, concernant les 3 premiers, vous savez, Arsenal, City et Liverpool, c'est les 3 premiers. Bon, c'est Liverpool en tête. Et voilà, le programme pour cette semaine, c'est quand même compliqué. Pour Arsenal, Brighton, c'est compliqué. City, bon, je pense que ça va le faire. Et concernant Liverpool, c'est à Manchester United. Et on sait que ça va être compliqué. Du côté de l'Arabie Saoudite, on va parler aussi. On parle maintenant, bien sûr, de ce championnat depuis quasiment début août, depuis des grands joueurs sont arrivés là-bas, c'est vrai que maintenant j'en parle souvent. Et on commence avec Al Hilal, donc actuellement leader et conforte leur première place, se sont imposés 4-1 hier lors de leur match de championnat. Il y a noté que Malcolm, l'ancien joueur de Bordeaux, du Zénith ou même du Barça, a inscrit un doublé lors de cette rencontre. On peut voir là avec le numéro 77, donc parfait bien sûr pour l'équipe de Al Hilal, qui enchaîne encore une victoire. Je crois qu'ils sont à 31 victoires d'affilée, c'est un record historique bien sûr dans l'histoire du football. Concernant l'équipe de Al Nasser, ils jouent contre Damak FC. Après le 8-0 qu'ils ont passé là, il y a quelques jours, ils ont gagné 1-0. Et en plus, un but inscrit très tard dans le match et grâce à un défenseur, Aymeric Laporte, buteur à la 91e minute de jeu. Voilà, donc il sauve son équipe d'un match nul. Donc concernant Ronaldo, donc je sais qu'il a commencé sur le banc. Je crois qu'il n'a pas joué la première mi-temps, il a dû rentrer en seconde période. Il n'a pas été buteur, on se souvient de son dernier match avait été un triplé pour CR7, même ces 2 derniers matchs, 2 triplés pour Cristiano Ronaldo. Donc victoire plutôt logique quand même, pour l'équipe de Al Nasser. Et du coup, Al Hilal aux 2 premières positions. Donc voilà, Al Hilal garde toujours 12 points d'avance sur Al Nasser. On a 27 journées, il y en a 34 de journées, donc il reste encore 7 journées du côté du championnat d'Arabie Saoudite. Donc voilà, pour Al Hilal, ça devrait bien sûr être le titre en fin de saison. Concernant les autres équipes qui ont aussi beaucoup recruté, comme Al Ali, où joue par exemple les Dormendi, où joue Riyad Mahrez, Alain Saint-Maximin, voilà tous ces joueurs-là. Donc ils ont fait un partout contre l'équipe de Al Weda, donc ça va pas fort cette saison. Et Al Ittihad, où joue un certain Karim Benzema contre Al Taoun 0-0. Donc pourtant ils ont eu des occasions, Al Ittihad, et surtout regardez, ils ont eu un penalty, les gars. Amdallah a tiré le penalty parce que Benzema, en gros, Benzema a joué. Et Benzema, les 2 derniers penalty, il ne les a pas marqués. Donc là, penalty, il a laissé, tiens, voilà, va tirer le penalty à un autre joueur. Et lui aussi, il ne l'a pas marqué. Donc il y a un gros problème par rapport à l'efficacité des penalty du côté de Al Ittihad. Et du coup, ils ont fait 0-0 parce que le penalty aurait été marqué, ils auraient certainement gagné le match. Et du coup, ça avance pas. Regardez, donc Benzema a joué plutôt une bonne note. Benzema 7 points. Kanté a également joué. Ils ont quand même une belle équipe à l'Ittihad, mais ils n'arrivent pas cette saison. N'oubliez pas que la saison dernière, c'est eux qui avaient gagné le championnat d'Arabie Saoudite. Et le classement, donc j'ai dit Al Hilal devant Al Nasser. Donc après, il y a 7 points d'écart entre Al Nasser et Al Ali, 3e position. Et Al Ittihad, 4e position, 47 points. Il y a 5 points après entre le 3e et le 4e. Donc voilà, concernant ce championnat saoudien. On va parler aussi de l'équipe de France féminine. Elle jouait un match hier, c'était contre l'Irlande. Donc c'était une campagne pour se qualifier pour l'Euro 2000 de l'année prochaine, 2025. Et les Bleus, voilà, se sont imposés 1-0 contre l'Irlande. Parfait. Guillaume, c'est une joueuse, je crois, du Paris Saint-Germain féminin. Elle a marqué un but en tout début de match. Donc parfait. Les Françaises ont tout de même tiré 21 fois. Ont cadré 8 tirs, ont 74% de possession de balle. L'Irlande a tiré une fois seulement. Bon, elles n'ont pas marqué. Voilà, l'équipe de France s'est imposée logiquement. Donc sur de bons rails, tout simplement, cette équipe de France féminine. Surtout ça, c'est des matchs pour préparer, bien sûr, les Jeux Olympiques qui vont commencer dans quelques mois. Et tout juste un an après sa nomination, donc le bilan d'Hervé Renard sur le banc de l'équipe de France féminine est vraiment excellent. Donc 13 victoires, 3 matchs nuls et seulement 2 défaites. Donc maintenant l'objectif pour lui, bien sûr, c'est une médaille, et si possible une médaille
en or lors des Jeux Olympiques à Paris. On va parler aussi de la Ligue des Champions africaine parce qu'il y avait des rencontres hier. Et tout d'abord l'équipe de Al Ahly, c'est une équipe, c'est un peu le Real Madrid, on va dire, du côté de du continent africain. C'est l'équipe, je crois, qui a gagné le plus de Ligue des Champions africaine et se sont qualifiés pour les demi-finales pour le dernier carré. Cette équipe de Al Ahly. Et à noter aussi que l'équipe sud-africaine, les Mamelodi Sundowns, se qualifient également en demi-finale de Ligue des Champions africaine. Et à noter qu'ils avaient ce gardien, souvenez-vous, on a beaucoup parlé pendant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le gardien de l'Afrique du Sud qui a fait beaucoup d'arrêts. Souvenez-vous, lors d'une séance de tir au but, il avait arrêté je ne sais plus combien 3 tirs au but. Donc il était énorme hier parce que ça s'est joué au tir au but pour se qualifier en demi-finale. Et il a arrêté 2 pénaltys, ce gardien, les gars, qu'on pourrait peut-être voir, pourquoi pas jouer un jour peut-être en Europe dans une grande équipe parce qu'il est très bon, c'est un gardien, on peut dire, tellement sous-coté. On revient nous les gars en Europe et on revient sur ce match, souvenez-vous, j'en ai beaucoup parlé hier, ce Chelsea-Manchester où Manchester menait 3-2 à la 99e minute et 18 secondes, pourtant il n'y a que 8 minutes de temps additionnel, donc déjà on a dépassé le temps additionnel. Et voilà, on se souviendra longtemps de ce match que Manchester n'a même pas gagné. Ils ont perdu ce match, ils n'ont même pas fait nul, ils ont perdu les gars, regardez, 2 minutes, enfin même pas, 1 minute après, 1 minute 30 après, 4-3 pour l'équipe de Chelsea. Donc voilà, avec bien sûr le triplé de Cole Palmer. Et Cole Palmer les gars, donc il a marqué 90 plus 10 et 90 plus 11. C'est pas la première fois cette saison qu'il marquait des buts très tardifs. Il a marqué aussi un but, le 4-4 contre Manchester City à la 90e plus 5 minutes de temps additionnel. Cole Palmer, le meilleur joueur, il faut le dire direct, le meilleur joueur de Chelsea cette saison, c'était le 12 novembre 2023, exactement cette rencontre spectaculaire. Et surtout, on se demande comment la défense de Manchester United a pu laisser tout seul. Regardez, là, on peut le voir, vous s'entourer là, ici. Donc, c'est un corner. Il est tout seul, personne au marquage de Cole Palmer, alors qu'il avait déjà inscrit un doublé avant, bien sûr. Il avait marqué même un but juste avant. Tu n'as pas le droit de le laisser tout seul. Là, c'est une grosse faute professionnelle de Manchester United de laisser un joueur comme ça tout seul. Voilà, il y a bien un joueur qui peut aller dessus pour le gêner. Non, personne les gars, et du coup il a pris le ballon, ça a été contré et ça a fait but. Et Cole Palmer a marqué ou aidé, on fait une passe D, lors de 14 matchs de Première Ligue cette saison. Donc Chelsea a compté plus de 28 points lors de ces matchs quand il a été buteur ou passeur D, vous avez compris. Donc dans les matchs où il n'a pas marqué ni de passe D, donc Chelsea n'a remporté que 15 points, la moitié des points que quand lui il est décisif. Donc voilà, pour montrer que c'est un joueur essentiel bien sûr à l'équipe de Pochettino. Et Cole Palmer, si on fait ses stats toutes compétitions confondues cette saison, c'est 39 matchs à 21 buts et 12 passes décisives. Donc il est exceptionnel. Par exemple, si on cumule ses stats but plus passe D, il fait mieux par exemple que Erling Haaland. Voilà, Haaland qui est pourtant quand même un grand buteur. Cole Palmer fait mieux tout simplement. Si on rajoute aussi les passes décisives. Et c'est vrai que les joueurs anglais sont quand même très performants avant l'Euro. Donc Harry Kane c'est 37 buts, 12 passes D. Palmer donc c'est 21 buts, 12 passes D. Oli Watkins les gars, donc à chaque fois c'est toute compétition confondue avec leur club et leur sélection, donc 22 buts, 10 passes D. Phil Foden c'est 21 buts, 10 passes D. Et Jude Bellingham c'est 20 buts et 10 passes D. Donc voilà, ces 5 là pourraient bien sûr être dans la liste de l'Angleterre pour l'Euro. Et c'est vrai que l'Angleterre est quand même une sacrée équipe, elles sont complètes, que ce soit attaque, milieu, défense ou même gardien, elles sont tout simplement exceptionnelles. Et toujours sur ce match, bon rien à voir avec Cole Palmer, mais on peut voir qu'Enzo Fernandez s'est approché et a eu des mots pour Mason Mount à temps plein après la victoire de Chelsea contre Manchester. Donc c'est à la fin du match, donc là quand il lui parle, il lui dit pas ouais salut bon match, non. Il lui envoie des grosses insultes Enzo Fernandez à Mason Mount, ancien joueur de l'équipe de Chelsea. Et en parlant de Chelsea, c'est Pochettino le coach. Et Pochettino, à propos d'un manque de passion de sa part reproché par les supporters de Chelsea, il a dit: je suis l'entraîneur, s'ils veulent un clown, qu'ils aillent en trouver un. Ce qu'il a pu répondre tout simplement aux supporters, parce que même si bien sûr les supporters quand même sont contents de la remontada, on va dire, de Chelsea, il y en a plein quand même qui sont plutôt inquiet voilà, par rapport à la tournure qu'il faut. Il faut, grâce à Cole Palmer, ils sont revenus. S'il n'aurait pas été là, Chelsea aurait perdu contre Manchester United. Donc voilà, en gros, ce que pensent certains supporters de Maurizio Pochettino. Et Pochettino, c'est pas quand même c'est pas la première fois quand même qu'il fait, on peut dire, une remontada. Avant, c'était le coach de Tottenham. Et il y avait eu un match retour de Ligue des Champions entre l'Ajax et Tottenham. Donc là, il y a eu 3-2 pour Tottenham lors du match retour. Mais au match aller, l'Ajax s'est imposé 1-0 du côté de Tottenham. Donc, notez qu'il y avait 2 buts Ziyech et De Ligt. Donc, il y avait 3-0 au score cumulé. On est d'accord pour l'Ajax. Et Tottenham, les gars, grâce à Lucas Moura, il a marqué un triplé à la 55e, 59e et 96e minute de jeu. Et du coup, ça avait fait victoire 3-2 de Tottenham. Et là, le but à l'extérieur comptait double. Et du coup, une victoire 3-2 Tottenham lors du match retour, une victoire 1-0 de l'Ajax au match aller. Le 3-2, tu as marqué plus de buts. Donc, ça avait été Tottenham qui avait été en finale de Ligue des Champions. Bon, ils avaient perdu contre Liverpool. Et aussi avec des autres matchs de Première Ligue, où il y a eu des buts très tardifs. On a parlé de Cole Palmer tout à l'heure, mais regardez Arsenal, Manchester United. Donc, c'est pas la première fois que Manchester prend des buts très tard. Regardez, par exemple, ce match, il y avait un partout à la 95e minute de jeu. Ils ont pris également 2 buts
à la 96e, grâce à Declan Rice, c'est 90 plus 11 quand Gabriel Jesus qui avait marqué contre Manchester. C'est le 3 septembre 2023. Et un autre match là, bon, rien à voir avec Manchester, c'est Liverpool et surtout Nunez, les gars. Ils perdent 1-0 contre Newcastle et Nunez 81e et 93e minute de jeu. Pourtant, Van Dijk avait pris un rouge dans le match. Ils avaient joué 10 contre 11. Et ils avaient fait une remontada et gagné le match. Donc voilà tout ce qu'elle va dire du côté de l'Angleterre. Parce que c'est vrai que ça a beaucoup fait parler encore ce match. Cette remontada, on peut dire, de Chelsea sur Manchester United. On va parler cette fois-ci du PSG. Une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'officiel, Bradley Barcola est présent à l'entraînement collectif ce vendredi. Donc c'était hier. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement vu que le PSG joue ce soir contre Clermont. Mais hier, il était présent. Il y a une photo de lui avec, je crois que c'est Randal Colomoni à côté de lui. Donc il était présent à l'entraînement. On sait que c'était blessé avec l'équipe de France Espoir, il s'était touché derrière la cuisse et hier il était présent à l'entraînement, il a fait l'entraînement. Bon, j'ai pas vu encore le groupe du PSG pour ce soir, je pense pas que Luis Enrique va le faire jouer parce que voilà, c'est un match pas trop important, c'est Clermont, mais en gros il y a des chances de le voir mercredi contre l'équipe du Barça et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle pour le PSG qui pourrait avoir Bradley Barcola dans ses rangs. Et Luis Enrique tient sur le 11 de départ du PSG en Ligue des Champions, il a dit je ne sais pas encore qui va jouer contre le Barça, même si peut-être il sait, voilà. Il y a des joueurs, on pense, qui seront là, comme Vitinha, comme Mbappé, comme Dembélé, tout ça. Il y a encore plein de postes où, en gros, il hésite tout simplement. Luis Enrique, il parle aussi du positionnement de Dembélé, parce que Dembélé, au PSG, des fois, il jouait lié droit, mais des fois, là, par exemple, le dernier match contre Rennes, il avait joué quasiment numéro 9. Faux numéro 9, on peut dire numéro 10, voilà, c'était le seul en attaque. Il a dit Ousmane Dembélé est un joueur qui fait la différence dans le cœur du jeu ou sur le côté. C'est un joueur qui peut marquer beaucoup de buts, bon peut-être, mais cette saison c'est seulement un but marqué par Ousmane Dembélé. Mais voilà, on ne sait pas, peut-être contre le Barça, il va peut-être le faire jouer en faux numéro 9. On ne sait pas comment il va l'utiliser. Pour moi, le mieux où il est meilleur, c'est sur le côté long de la ligne. Je trouve meilleure cette position-là. Ousmane Dembélé. Il parle aussi de Gonzalo Ramos, Luis Enrique. Si je dois vous parler de Gonzalo, je peux dire qu'il a une ambition sans faille. Je suis très content de l'avoir dans mon effectif. Il est toujours prêt à aider l'équipe, qu'importe sa position. Il mériterait plus de temps de jeu, mais c'est un club de très haut niveau. Les joueurs se partagent le temps de jeu. Très content de l'avoir dans l'effectif. Donc, il est très content de Gonzalo Ramos. En espérant qu'il monte un peu en régime, on peut dire Gonzalo Ramos, parce que pour l'instant, bon, il a marqué contre l'OM, c'est vrai, il y a quelques jours, mais on attend beaucoup plus de l'attaquant portugais. Je ne veux aucun joueur qui pense à Barcelone parce qu'il ne veut pas déjà que son équipe pense au Barça, même si c'est le gros match mercredi, parce qu'il veut que ses joueurs pensent tout d'abord à Clermont, parce qu'avant le Barça, il y a Clermont ce soir. N'oubliez pas que c'est le choc des extrêmes. Le PSG premier, Clermont dernier de la Ligue 1 au Parc des Princes. Donc il y aura quand même une grosse rotation dans l'effectif, bien sûr. Mbappé ou même Dembélé devrait bien sûr commencer sur le banc. Et concernant le match contre le Barça, parce que même s'il dit qu'il veut que tout le monde pense à Clermont plutôt qu'au Barça, tout le monde pense plutôt à Barcelone. Et sans Hakimi, parce qu'on n'oublie pas qu'Hakimi sera suspendu, il a pris un jaune lors du match contre la Real Sociedad, le match retour, donc il sera suspendu pour le quart de finale aller. Donc quelle défense pour le PSG face au Barça, donc il devra trouver un nouveau défenseur droit et un de ces trois-là. Donc est-ce que ça sera Carlos Soler, Mukele ou Zaïre Emery? Et pour l'instant, ce serait plutôt Zaïre Emery, les gars, qui devrait démarrer latéral droit pour cette rencontre. Donc voilà, ça après le milieu de terrain pourrait être je sais pas, Vitinha, Ugarte, avec peut-être Fabien Ruiz. Voilà, Warren Zaïre Emery devrait commencer défenseur droit. Pourtant, tu as quand même Mukele qui est un défenseur droit pur et qui devrait être sur le banc, enfin d'après l'équipe. Et toujours avec le PSG, Julien Stéphan, le coach de Rennes, qui a affronté le PSG il y a quelques jours en Coupe de France. C'est certainement le PSG le plus fort des 5 dernières années qui laisse très peu de choses à l'adversaire qu'on affrontait avant-hier. Bon, c'était maintenant mercredi. On a perdu 1-0 contre un top 3 ou top 4 européen. Donc voilà, il dit que le PSG, c'est top 3, top 4 en Europe. Et que voilà, le PSG est vraiment c'est le plus fort Paris Saint-Germain sur les 5 dernières années. Cette version-là de Luis Enrique. Donc maintenant, vraiment, on le voit en Ligue 1, vraiment le PSG au-dessus de tout le monde maintenant. Il faut le voir si ça va le faire ou non en Ligue des Champions. Toujours avec la Ligue 1, donc DAZN ne devrait pas obtenir les droits TV de la Ligue 1 parce que ce site-là, DAZN, c'était les favoris pour avoir les droits TV diffuser la Ligue 1 dans le futur. Et en gros, c'est pas eux. Enfin, ça devrait pas être eux. Donc un nouveau rendez-vous a été organisé hier avec la Ligue et ça s'est très mal passé. Enfin, mal passé, pas très. Bref, donc l'LFP travaillerait maintenant avec beIN Sport pour tenter de trouver un accord, même si la chaîne Qatari dit ne pas vouloir 100% des droits parce qu'en gros, la Ligue
Ligue 1 galère à vendre ses droits TV. Ils ont voulu vendre à Amazon, ça s'est pas fait. Ils ont voulu vendre un peu à tout le monde, à DAZN, ça s'est mal passé. Et maintenant, ils voudraient le vendre peut-être à Beansport. Beansport pourrait être intéressé, mais pas 100% des affiches. C'est-à-dire peut-être qu'ils pourraient prendre les meilleures affiches tout simplement. Donc voilà, concernant les droits TV de la Ligue 1. Et Antoine Kombouaré, il a dit aujourd'hui, vous êtes en train de négocier les droits TV et vous allez faire un match le dimanche à 20h45 à huis clos. Parce que demain, Nantes joue contre l'équipe de Lyon à huis clos, je l'ai dit tout à l'heure. Depuis que la commission de discipline alourdit les sanctions, ce n'est pas pour autant qu'on voit moins de fumigène. C'est une absurdité, une grosse bêtise. Pour moi, la pyrotechnie fait partie du spectacle. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse avant le match contre Lyon, parce que lui il n'est pas du tout content, voilà, que son équipe va jouer à domicile sans supporters. Donc il dit que voilà, les fumigènes, tout ça, ça fait partie du spectacle. Il ne comprend pas tout simplement voilà, que la LFP met ce match à huis clos, et surtout en plus c'est un match dimanche soir en prime time, un gros match, normalement c'est dimanche soir. Et à huis clos, il n'y aura personne dans le stade, donc ça sonne un petit peu creux, bien sûr. On peut dire l'ambiance. On va parler du match entre l'OM et le Benfica. C'est jeudi prochain, 21h, et la préfecture de police des Bouches-du-Rhône va prendre la décision d'interdire le déplacement des supporters du Benfica à Marseille, ce qui pourrait priver les fans marseillais de déplacement à Lisbonne au match retour, parce qu'on n'oublie pas que le match aller est à Marseille, le match retour à Lisbonne. Bref, donc les services de renseignement français ont identifié environ 200 à 300 supporters violents au sein des groupes ultras du Benfica, ce qui rendrait dangereux entre guillemets leur déplacement en France, surtout dans le contexte actuel du plan Vigipirate. Donc voilà, en gros, ils pourraient ne pas avoir de supporters. En gros, les supporters du Benfica devraient être interdits de déplacement du côté du Vélodrome. Et après, ça serait peut-être exactement la même chose pour les supporters Marseille qui n'auraient pas le droit d'aller du côté de Lisbonne pour le match retour. On va parler de l'équipe de France, mais hommes, on a parlé des filles tout à l'heure. Et les Bleus devraient affronter le Luxembourg et le Canada avant l'Euro. Donc ça va être les deux derniers matchs, on va dire, amicaux pour les Bleus avant le premier match officiel de la France. Je crois que c'est un France-Autriche, je crois, le premier match de l'Euro. Mais voilà, deux matchs devraient être organisés pour préparer ces rencontres. Donc voilà, le 9 juin, ça devrait être contre le Canada. Voilà. Et ça devrait être à Bordeaux, juste avant l'Euro, et quelques jours plus tôt, donc un match avant, ça devrait être contre le Luxembourg du côté de Metz. Voilà. Normalement, c'est pas encore officiel, mais bon, si on voit ça, les gars, que ça devrait être très prochainement le Luxembourg et le Canada avant, bien sûr, l'Euro, donc deux matchs de préparation. Et toujours tiens avec l'équipe de France, Youri Djorkaeff au commentaire pour l'Euro 2024, outre son duo, donc du côté TF1, c'est toujours le gros duo, c'est Grégoire Margoton et Bixente Lizarazu. Donc l'Euro, donc bien sûr, il y aura beaucoup de matchs diffusés, donc ils ne vont pas commenter tous les matchs à Margoton et Lizarazu. Donc il y aura un autre duo de commentateurs, donc ça sera Djorkaeff avec Julien Brun. Donc voilà, c'est ce commentateur juste à côté de lui. Donc les deux diffuseront des autres matchs. Bon, pas les matchs des Bleus, parce que les matchs des Bleus seront commentés par, Lizarazu et Margoton, mais les autres matchs un petit peu moins prestigieux, ce sera eux les duos qui commenteront, on va dire, les rencontres. Et le reste des journalistes et consultants pour cet Euro, les gars, seront annoncés normalement lundi, donc là, après-demain. Et toujours, tiens, avec, rien à voir avec l'Euro, mais plutôt la Coupe du Monde 2026. Donc France TV a demandé à M6 de diffuser des matchs de la Coupe du Monde 2026. N'oubliez pas que TF1, les gars, diffusera aucun match. C'est M6 qui a l'exclusivité de toutes les rencontres. Donc voilà, en gros, M6, sur les 130 matchs à peu près, ils auront à peu près 70 matchs, que ça sera à eux. Et en gros, France Télévisions, donc France 2, France 3, France 5, en gros ils vont essayer d'avoir quelques matchs, c'est plutôt rare quand même de voir des matchs à la Coupe du Monde sur France 2, France 3, souvent sur TF1 ou M6, donc voilà, maintenant ils vont devoir bien sûr payer France Télévisions pour avoir des affiches, pour que M6 bien sûr leur donne quelques rencontres. Pour l'instant, 0 match devrait être diffusé sur TF1 pour, je vous parle de la Coupe du Monde 2026. Concernant l'Euro, il y aura bien sûr des matchs sur TF1. Emmanuel Macron, j'espère que Kylian Mbappé pourra jouer aux Jeux Olympiques. Bon, d'après ce qu'on a pu voir récemment, on sent que ça va être compliqué parce qu'il devrait jouer au Real Madrid, et le Real Madrid pour l'instant reste sur ce qu'ils ont dit avec le communiqué qu'ils avaient sorti à peu près un mois, qu'ils laisseront aucun joueur bien sûr disputer les Jeux Olympiques, en plus bien sûr de l'Euro. Les joueurs nés à Paris avec les valeurs marchandes les plus élevées, c'est Kylian Mbappé. N'oubliez pas qu'Mbappé, bon, il est bondi, mais il est né à Paris, donc 180 millions d'euros Kylian Mbappé, devant Kingsley Coman né à Paris, 65 millions d'euros, Moussa Diaby né à Paris, 55 millions d'euros. Après on peut avoir Jules Koundé, Ibrahima Konaté. Donc voilà la valeur des joueurs actuellement
en activité, déjà en activité, qui sont à Paris, qui coûtent le plus cher, le top 5, hein, et juste on va parler de la deuxième plus grande ville française, donc Marseille, hein, donc les 5 joueurs, donc les deux Hernandez, donc tout d'abord Théo Hernandez, né à Marseille, hein, 60 millions d'euros, Lucas Hernandez, né à Marseille également, 45 millions d'euros, Boubacar Kamara, c'est 38, il y a aussi Simakan et Wesley Fofana, on peut voir aussi la valeur des deux défenseurs centraux. Cette nuit, un joueur de Pénarol, donc du côté de l'Uruguay, Maxi Oliveira, a été blessé au visage par une pierre lancée par les Ultras de Rosario Central, battu 1-0 par Rosario Central. Les joueurs de Pénarol s'étaient rendus au pied de la tribune pour remercier leurs supporters. C'est là qu'une pierre a été lancée par les Ultras de Rosario et a touché le visage de Maxi Oliveira qui était en sang. Alors, regardez comme la pierre, les gars. La pierre qui a été lancée sur le visage de ce joueur, hein, donc qui est parti bien sûr à l'hosto, il était recousu, mais regardez, hein, on a failli tourner au drame, les gars. Hein. Quelques centimètres, c'était dans l'œil, là il aurait perdu son œil. Voilà, c'est fou, les gars, on parle juste de football, puis tu vois des choses comme ça. C'est incroyable. L'appartement de rêve pour ce fan de Brentford, hein. Donc là oui c'est un appartement de rêve parce que du côté du stade de Brentford, donc il y a un immeuble juste derrière et on peut voir que lui les gars il a déjà tout équipé, on peut voir où il y a la flèche, hein. Donc il a mis bien sûr le canapé, il a une petite table à côté, puis voilà il est en loge on peut dire chez lui et il regarde bien sûr les matchs, hein, quand Brentford joue à domicile. Le discours de Kyle Walker remplaçant juste avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan, ça a été une grosse surprise, je me souviens que c'était la surprise de Pep Guardiola de mettre Walker sur le banc, bon il était rentré en cours de jeu Walker, mais il a dit, hein, bon, il était remplaçant mais il a dit à son équipe, hein, les gars je vous aime tous, je vous en supplie faites-le et réalisez mon rêve de remporter cette coupe, cette Ligue des Champions, et ses copains lui ont réalisé le rêve, ils ont remporté bien sûr la LDC, ça a été une victoire 1-0 contre l'Inter Milan. Franck McCourt, donc le propriétaire de l'Olympique de Marseille, occupe la 2152e place des personnes les plus riches au monde, hein, avec une richesse estimée à plus de 1,290 milliard d'euros. Donc bien sûr c'est une somme énorme, hein. Donc après voilà, du côté de Marseille on sait qu'il investit mais voilà, très peu, hein, surtout par rapport à sa valeur, hein, qu'il a. Et concernant Florentino Pérez, quelqu'un aussi, homme d'affaires, hein, 77 ans, le président du RAL, donc lui il occupe la 1187e place au rang Forbes, hein. Donc voilà, lui aussi bien sûr il est milliardaire, hein, aussi le président du Real Madrid. On va parler de Sofiane Diop et fin de saison pour Sofiane Diop qui s'est fait opérer du pied droit. Sofiane a été opéré hier, donc jeudi, bon c'est avant-hier maintenant. Donc la saison est terminée pour lui, indiqué Francesco Farioli en conférence de presse. Donc déjà que Nice, désolé, n'est pas au mieux actuellement, hein. Voilà, sur les 8 derniers matchs, je crois que c'est seulement une victoire. On a parlé hier avec beaucoup de défaites, au moins 5 défaites. Et ben ils perdent leur meilleur joueur, hein, Sofiane Diop, les gars, qui est forfait jusqu'à la fin de saison. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Il reviendra bien sûr pour la saison prochaine. La Juventus fait déjà le forcing auprès du Bayern Munich pour recruter Joshua Zirkzee cet été, donc c'est un joueur néerlandais. Arsenal et l'AC Milan également sur le dossier concernant ce joueur de Bologne, hein, entraîné par Thiago Motta. N'oubliez pas que Bologne, 4e actuellement de la série, ils sont en train de réaliser une saison exceptionnelle, historique on peut dire pour eux. Et ce joueur les gars, c'est 10 buts et 4 passes D en championnat, hein, c'est pas mal, hein. C'est pour ça que des équipes comme la Juve, Milan et Arsenal sont intéressés par le joueur de Zirkzee. Donc le Bayern a possédé également une clause de rachat, parce qu'oubliez pas qu'il appartenait au Bayern, il a été vendu à Bologne, mais le Bayern a mis une cause de rachat, c'est-à-dire le Bayern peut le faire revenir, hein, pour moins cher. Des nouvelles cas de Mesut Özil, on sait que c'est mis à la musculation, hein, fort, hein, Mesut Özil, on peut voir qu'il a pris des bras. Mais Mesut Özil hier sur son compte Instagram, il a dit en gros qu'il regrette de ne jamais avoir joué pour la Juventus Turin. Il a dit fier de ma carrière et de tous les clubs incroyables pour lesquels j'ai eu le privilège de jouer, que ça soit Schalke, que ça soit le Fenerbahçe, le Real Madrid, bien sûr Arsenal. Il ne manquait qu'un seul club, à mon amour italien, la Juventus Turin. Donc voilà, il aurait voulu jouer dans sa carrière du côté de la Juve, ça s'est jamais fait. Mais regardez, c'est un fan parce que lors de son entraînement de musculation, le maillot bien sûr, Mesut Özil numéro 10, hein, avec le maillot à l'ancienne de la Juventus Turin. Tu regardez, c'est son post Instagram. Le Real Madrid ne cédera pas Brahim Diaz en dessous de 60 millions d'euros contre 25 l'été dernier. Le club merengue souhaite prolonger l'international marocain au-delà de ce contrat actuel allant jusqu'en 2027. N'oubliez pas que ce joueur est revenu, en gros c'est le joueur qui a remplacé Marco Asensio. Les derniers, Asensio a quitté le club gratuitement pour aller au PSG, et du coup le Real voulait faire revenir un joueur qui était en prêt, parce que le Real a pas mal de joueurs en prêt. Ils ont fait revenir ce joueur, hein, qui était sur les 3 dernières saisons prêté du côté de l'AC Milan. Ils l'ont fait revenir, puis cette saison bien sûr l'exceptionnel, il a pris beaucoup de valeur, on peut dire, le joueur maintenant marocain. Ruben Amorim favori pour succéder à Jürgen Klopp. Donc lui c'est l'entraîneur actuellement du Sporting Portugal, et on sait que Liverpool avait visé Xabi Alonso, mais Xabi Alonso n'en parle plus maintenant, depuis quasiment une dizaine de jours, parce qu'il a officiellement dit qu'il souhaitait rester du côté de Leverkusen, hein, c'est sûr, hein, c'est officiel. Donc du coup Liverpool cherche un autre entraîneur et ça devrait être Ruben Amorim pour l'instant. Voilà,
l'entraîneur le mieux placé pour remplacer Klopp l'été prochain sur le banc des Reds. Et tiens, en parlant des Reds, regardez ce milieu de terrain de Liverpool est terrible. McAllister, Szoboszlai, Endo et Gravenberch. Donc voilà. 4 jours qui pourra peut-être entraîner Ruben Amorim s'il devient l'entraîneur de Liverpool. La Libye est sur une série de 12 matchs sans défaite, c'est quand même exceptionnel. La course à la Coupe du Monde 2026 va être difficile dans un groupe où 4 nations peuvent prétendre y accéder. Donc voilà déjà les derniers matchs de la Libye, donc une sélection africaine qu'on parle peu. On parle peut-être plus de la Côte d'Ivoire, Sénégal, tout ça, mais eux, regardez, 12 matchs d'affilée les gars sans défaite. Bon, il y a eu quelques nuls, mais il y a eu beaucoup de victoires. Et c'est vrai que pour se qualifier à la future Coupe du Monde lors de la prochaine trêve, ça sera la dernière, là au mois de mars, c'est des matchs amicaux, voilà, des matchs sans enjeu on peut dire, mais les prochains trêves les gars, c'est des matchs où c'est des matchs officiels, des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, donc ils sont à la 3e position, enfin même premier ex-aequo parce que Cameroun, Cap-Vert, ils ont 4 points. Donc eux aussi 4 points, mais peut-être avec une moins bonne différence de but. Donc ils se restent comme sur 12 matchs en paire. On verra ce que ça va donner, bien sûr, dans ce groupe D. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Donc une question très simple. S'il fallait en choisir qu'un, qui prendriez-vous par rapport à ces joueurs légendaires, Zidane, Xavi, Iniesta, Paul Scholes et Andrea Pirlo. Donc s'il fallait en prendre qu'un, qui prendriez-vous? Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Donc moi je partirais peut-être sur Zidane. Voilà, c'est peut-être mon idole, les gars, aussi. Quand j'étais plus jeune, j'avais vu lors de la finale de la Coupe du Monde 1998 avec son doublé, il est français, tout ça, donc je partirai moi sur Zidane, si tu montes ces 5 jours là. Je pars bien sûr sur Zizou. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.